Bonsoir, on ne l'appelait plus l'esplanade de Vincennes, mais le camp des Maliens. Le camp justement a été évacué très tôt ce matin par les forces de l'ordre. Des centaines de personnes, en majorité des femmes et des enfants, étaient installées sous des tentes et des baraques de fortune depuis 5 mois. Ils réclamaient depuis mai dernier des logements décents. La préfecture a décidé de les expulser à l'approche de l'hiver. Pour les autorités, les conditions de vie de ces familles ne cessaient en effet de se dégrader et pouvaient devenir dangereuses. Le reportage de Béatrice Nivois et Laurent Amida. 6 heures ce matin, 700 policiers, quelques travailleurs sociaux entrent dans le camp des Maliens. C'est l'heure légale pour évacuer ces 400 personnes, dont 200 enfants. Ils ont habité là pendant des mois et aujourd'hui ils doivent partir. Aux premières heures de l'évacuation, il n'y aura pas de heurts. L'État a ainsi décidé d'appliquer l'ordonnance d'expulsion rendue par le tribunal administratif de Paris le 9 juin dernier. On ne prend personne. Les gens sont parfaitement libres d'aller, de venir, personne ne leur impose d'aller à tel endroit. Pour les autorités, cette opération met fin à 5 mois d'occupation illégale. Les abris précaires, les constructions de briques et de broc faisaient plus penser à un bidonville qu'à un campement. Et aux yeux de l'État, la situation sanitaire devenait intolérable. C'est une opération humanitaire. Les enfants pouvaient être en danger dans les conditions de froid et de vie dans lesquelles ils étaient. Je l'avais d'ailleurs dit dimanche aux familles, ce n'est pas possible d'accepter de vivre dans des conditions comme elles s'étaient mises à le faire. Pourtant, le défenseur des familles maliennes s'élève contre cette évacuation. C'était une véritable rafle. Le quartier était bouclé à 5 km de distance, j'ai dû arriver à pied, les voitures étaient interdites. On m'a interdit à moi, avocat, de rencontrer mes clients. Toute la matinée, sous bonne escorte, des minibus ont amené les familles maliennes dans tous les départements d'Île-de-France et à Paris. 412 places provisoires sont proposées, des algécos, des foyers, des centres d'accueil. Ici, à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, près de 100 personnes sont arrivées dans cet hôpital. 75 lits leur étaient réservés. Les familles, en fin d'après-midi, refusaient toujours de s'y installer car il n'y avait pas de chauffage. Elles ont préféré rester dehors. Maintenant, les services sociaux départementaux doivent s'atteler à ces dossiers qui risquent de s'éterniser. À Paris uniquement, 82 000 autres familles sont en attente d'un logement définitif. 5 mois de négociations, de discussions, de blocage aussi. L'affaire des Maliens est devenue un véritable casse-tête pour tous ceux qui ont tenté de la régler. Les données du problème sont simples. Ces Maliens réclament des logements, mais 82 000 familles sont elles aussi en liste d'attente à Paris pour des logements sociaux. Depuis le mois de mai, plusieurs solutions ont été proposées. Aucune n'a jamais vraiment été acceptée. Rappel de 5 mois de conflit avec Alain Chabot. Au départ, en mai dernier, quelques matelas, des couvertures, un simple campement. Mais au fil des semaines, c'est un véritable village africain qui avait grandi aux portes de Paris. Peut-être 1500 personnes venues demander ici un peu naïvement un logement dans la capitale. En septembre, les pouvoirs publics avaient bien trouvé une solution avec le comité des Maliens de France qui menait les négociations. Les familles devaient être relogées provisoirement en région parisienne. Ce fut l'échec. Aujourd'hui, le gouvernement dénonce le jusqu'au-boutisme des associations pour le droit au logement. Dans l'intérêt de personne que des gens comme le DAL, le droit au logement, ou le RCR, je sais pas quoi, aillent comme ça activer les gens leur disant si, il faut refuser parce que comme ça vous amènera ici. Ça ne peut pas les amener ici dans la mesure où nous n'avons pas de logement à proposer. On ne peut donner que ce qu'on a. Pas de logement et pourtant il y a la loi Besson pour les plus démunis. Mais ce texte de 1990 n'a pas pu encore faire ses preuves. Quant au parc de HLM, 80 000 logements supplémentaires prévus en 92, c'est leur mécanisme d'attribution qui semble poser problème. Alors les associations demandent que les pouvoirs publics appliquent une loi de 1945 qui permet de réquisitionner les logements vides. Il y en aurait 300 000 en Île-de-France. Tant qu'ils n'auront pas pris cette mesure, disons salvatrice, cette mesure d'urgence pour contrecarrer ce problème, on n'arrivera strictement à rien. Un problème qui dépasse de loin celui de ces familles africaines. Mais aujourd'hui, pour les Maliens de Vincennes, c'est avant tout la fin d'un rêve. Et justement, la préfecture de Haute-Garonne affirme que c'est un hasard, mais 50 tziganes roumains ont été expulsés ce matin aussi du campus universitaire de Rangueil à Toulouse. L'opération menée par la police s'est déroulée dans le calme. Les tziganes étaient installés à cet endroit depuis plus d'1 an. Ils sont ce soir dans un centre du secours catholique. Gérard Vallès, Jean-Luc Pigneux, France 3 Toulouse. 2 bulldozers ont eu raison des habitations de fortune installées depuis plusieurs mois sur le campus de l'université de Rangueil par une quarantaine de tziganes roumains, tous issus du même village.
L'expulsion, conduite par la police de Toulouse, à la demande de la préfecture de la Haute-Garonne, s'est déroulée sans incident notable. Contraints de déménager en catastrophe, les Roumains ne cachaient pas leur amertume. C'est pas bien pour envoyer comme un chien ici, c'est pas bien. On ne règle pas un problème de misère à coup de bulldozer sans trouver une solution décente et une solution concertée avec des gens qui vivent dans cette situation. La police était déjà intervenue en début de semaine sur le campus de Rangueil à la suite de vols de voitures. Dans une lettre au préfet, le maire de Toulouse, Dominique Baudis, avait réclamé le retour de ces Roumains dans leur pays, l'asile politique ayant été refusé à 23 d'entre eux. Ce que je souhaite profondément, constatant que la plupart de ces personnes sont de même famille, du même village pour la plupart, c'est qu'elles sachent qu'elles peuvent rentrer chez elles sans risque, que c'est de loin la meilleure solution. Les Roumains sont provisoirement hébergés dans un centre du Secours catholique. 21 d'entre eux, en situation régulière, devraient cependant demeurer en France. Michel Garetta a passé sa première nuit à la santé. On ne sait toujours pas si l'ancien directeur du CNTS fera appel ou non du jugement qui l'a condamné à 4 ans de prison. Ses avocats restent discrets sur la démarche qu'ils vont suivre. Ils ont jusqu'au 9 novembre pour se prononcer. Les parties civiles, elles, ont déjà fait leur choix. Elles voudraient voir les responsables de l'affaire du sang contaminé poursuivis aux assises. Clément Veyrenal. Condamné la semaine dernière à 4 ans de prison ferme, écroué hier, Michel Garetta a jusqu'au 9 novembre prochain pour faire appel de la décision qui, après cette date, sera définitive. À première vue, Michel Garetta a toutes les raisons de faire appel. Condamné à la peine maximum, il ne risque théoriquement plus rien. Mais l'ancien patron du CNTS et ses avocats n'ont toujours pas pris leur décision. Lui-même et nous, comme ses avocats, notre réflexe premier, notre vocation première, c'est de continuer à se battre pour obtenir une décision juste. Mais si on a le sentiment que c'est joué d'avance, on s'interroge. Et en ce qui concerne la cour d'assises, c'est l'une des craintes de Michel Garetta ? Il est évident que l'incompétence ne tient pas et n'a jamais tenu, et le parquet lui-même estime que la compétence de la cour d'assises ne peut pas être tenue. Maintenant, comme on ne joue plus selon les règles, c'est un risque que nous sommes obligés de prendre en compte. En clair, ce que craignent Michel Garetta et ses avocats, c'est qu'une cour d'appel cède aux pressions des parties civiles, se déclare incompétente et renvoie l'affaire aux assises devant un jury populaire. Michel Garetta et les autres accusés risqueraient cette fois la perpétuité. Une hypothèse qui est bien entendu peu probable, mais qui, dans le climat de passion qui jusqu'à présent a entouré l'affaire, justifie que la défense prenne tout son temps pour réfléchir. Jackie Milesi, 50 ans, ancien employé de banque, cachait bien son jeu. Il se présentait comme un conseiller financier. En fait, il a escroqué pendant 17 ans près de 3000 clients. L'ardoise est impressionnante, 800 millions de francs. Il a été arrêté ce matin par la police de Pau. Il a été inculpé et écroué cet après-midi. France 3 Bordeaux, Nathalie Pinard et Denise Deus. Jacques Milesi a craqué. Après 7 semaines de cavale difficile en France, à Bordeaux et Strasbourg notamment, le faux conseiller financier s'est livré à la justice ce matin à Pau. Il aurait tenté par 2 fois de se suicider, déprimé, affecté par l'arrestation de son ex-épouse à Grenoble la semaine dernière. Un homme au bout du rouleau qui a été entendu toute l'après-midi. Milesi a accepté de s'expliquer immédiatement sur le fond de l'affaire en présence de son avocat. Alors je ne vais pas vous donner bien sûr le détail des déclarations qu'a effectué Milesi, je vous indique simplement que d'une façon générale, il a reconnu que son activité de conseil financier était entièrement fictive, qu'il s'agissait d'une escroquerie, ou de plusieurs escroqueries plus exactement, et qu'il ne faisait aucun déplacement qu'il annonçait. Un cadre BCBG qui a beaucoup à raconter au juge Lecuyer, chargé du dossier. 800 millions de francs détournés, au total 3000 victimes, soigneusement fichées sur ordinateur dans ses bureaux palois en plein centre-ville. Une offre trop belle pour être honnête, des placements d'argent à 30 voire 50% d'intérêt par an. Une combine qui aura duré près de 10 ans. Jacques Milesi a été inculpé d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Pau, soulagement des victimes qui ont pourtant peu de chances de récupérer un jour leur argent. L'Akatsuki Maru n'est plus le bateau fantôme. Le cargo japonais qui doit prendre livraison d'1,5 tonne de plutonium est arrivé il y a quelques minutes à Brest. Cette escale va lui permettre de se ravitailler. Il ira ensuite
à Cherbourg effectuer ce chargement, objet de toutes les controverses. Inutile de demander la date, elle est encore secrète. Ce sont les premières images de ce navire japonais. On croyait le conflit des dockers définitivement terminé, le nouveau statut accepté par tous, ce n'est pas le cas. Le port de Marseille était encore bloqué aujourd'hui. Manifestation et opération coup de poing devant le conseil général. Reportage France 3 Marseille, Mathieu Proust. S'il n'y a pas de fumée sans pneus allumés par les dockers, le dit rideau de fumée devant le conseil régional PACA ne doit pas cacher la réalité. Les négociations continuent entre CGT et patrons des entreprises portuaires de Marseille-Fos. Bien sûr, on a défilé à 4 ou 500 de la Joliette à la porte d'Aix. Bien sûr, autour des darses, les grues sont restées inertes tout ce jeudi. Mais contrairement à des informations erronées, cette grève n'a pas entravé les opérations d'envoi du riz en Somalie. De toute façon, ces manifestations des dockers sentent de plus en plus le baroud d'honneur. Sur l'essentiel, la CGT a composé 1000 dockers mensualisés, 350 intermittents. Pour les 700 restants, pré-retraite ou départ volontaire. On se bat donc pour ceux qui restent sur le terrain des salaires comme sur celui des statuts. On veut nous faire faire un recul social, nous faire travailler 45 heures par semaine, moduler le temps de travail, recréer l'intermittence dans la mensualisation, revenir sur nos congés, revenir sur nos repos compensateurs et revenir sur l'ensemble de nos acquis qu'ont fait notre corporation. À 2 jours de l'ultimatum gouvernemental qui imposera la loi nouvelle, l'étau est nettement resserré autour de la CGT. Hier soir, les dockers sétois ont signé des accords avec les aconniers. En Italie, le décret-loi Tessini qui met fin au monopole d'embauche des dockers par les coopératives ouvrières est entré en application. L'ancien statut italien datait lui aussi de 1947. Si tous les ports français ont signé et si même les camarades européens doivent s'aligner, la CGT docker de Marseille-Fos ne peut guère refuser de discuter. À l'étranger, tous les spécialistes affirmaient que les élections américaines étaient jouées et que Bill Clinton pouvait déjà songer à s'installer à la Maison-Blanche. Mais un sondage Gallup, commandé par la chaîne de télévision CNN, sème le trouble à 5 jours du scrutin. George Bush ne serait plus qu'à 2 points de son adversaire démocrate. Les explications de Joël François Dumont. George Bush dans l'Ohio. Le président semble avoir enfin trouvé le ton et la forme qui lui auront si cruellement fait défaut ces dernières semaines. Son équipe a retrouvé le moral et, dans la dernière ligne droite, fait le forcing pour attraper Bill Clinton. À 5 jours du scrutin, l'écart entre Bush et Clinton ne se mesure plus à 2 chiffres, mais à un seul désormais. Les derniers sondages de Time Magazine et de CNN ne donnent plus que 2 points d'avance à Clinton sur Bush. Quand on sait que la marge d'erreur est évaluée à 4 points, les jeux ne sont donc pas encore faits. Les commentateurs politiques, eux aussi, ont changé de ton. Ils parlent désormais de lutte serrée. Seule certitude, la bataille fait rage entre les 2 hommes. Clinton, longtemps favori, semble perdre des voix. 2 raisons à cela. La première, les indécis des classes moyennes craignent d'avoir à la fois à Washington une majorité démocrate au Congrès et un président démocrate à la Maison-Blanche. Seconde raison, la campagne très efficace de Ross Perot dans la personne de l'opinion profiterait finalement à George Bush. À J-5, les bookmakers s'arrachent les cheveux. La campagne américaine bat son plein. Elle aura au moins eu le mérite de réveiller les Américains. Des Américains qui se demandent finalement si leur perception de la crise économique américaine n'aurait pas finalement été plus grande que la crise elle-même. On le voit, l'électorat est encore très volatile à quelques jours des élections et ce n'est pas exceptionnel, c'est une caractéristique habituelle aux États-Unis. Les Américains ont même donné un nom à ces électeurs changeants. Ils les appellent les Reagan-démocrates. Vont-ils se laisser séduire par Bill Clinton? Philippe Pister et Philippe Jasselin ont rencontré une femme très symbolique sur ce point. Voici leur reportage tourné dans le Michigan. Flonflon et Pom-Pom Girl, ambiance traditionnelle des meetings américains. Loin du folklore, Mary Jacobs est venue là avec son petit-fils pour Bill Clinton, l'homme en qui elle voit une planche de salut. Mary est ce qu'on appelle ici une démocrate réganienne, ces Américains de la classe moyenne, démocrates traditionnellement, avant d'être séduits par Reagan. Aujourd'hui, Mary retourne au bercail, déçue par 12 ans de politique libérale. À l'époque, je pensais que les républicains, c'était mieux pour le pays, qu'ils allaient combattre l'inflation. C'est ce qu'ils ont fait, bien sûr. Mais dans le même temps, ils ont foutu en l'air toute la politique sociale. Mary s'estime victime de cette politique. Cariste chez Chrysler, en 1974, elle est blessée par un broyeur. Poitrine déchiquetée, elle subit des implants de silicone. Guérie, elle retourne au travail. L'industrie automobile paie de bons salaires, tout va bien, jusqu'au jour où les ennuis médicaux commencent.
Février 91, diagnostic. La silicone lui a provoqué une maladie du sang incurable, une sorte de cancer qui lui ronge les muscles et les articulations. Elle ne peut plus travailler. En février cette année, la sécurité sociale m'a répondu qu'elle ne pouvait me prendre en charge parce que j'ai l'usage de mes mains et que j'arrive à marcher. Elle refuse de me considérer comme handicapée. C'est écrit là noir sur blanc et pourtant ma maladie est incurable. Résultat, à 48 ans et divorcée, Marie a dû vendre sa maison pour vivre dans un mobil-home. Après 25 ans de travail et de cotisation à la mutuelle de l'entreprise, elle se retrouve 1 an et demi après son arrêt de travail, sans prise en charge, sans autre ressource qu'une aide sociale dérisoire. Aux États-Unis, les plus riches se paient une assurance privée, les plus vieux et les plus pauvres ont une assistance médicale. Pour les autres, mieux vaut ne pas tomber malade. Ma situation est complètement absurde. Aucun être humain ne peut vivre avec seulement 1250 francs par mois. Je n'ai plus rien. Voilà le super système américain. Il est temps de changer, de voter démocrate pour voir ce que Clinton va faire pour nous. 35 millions d'Américains n'ont pas de couverture sociale. Le vote des démocrates réganiens, comme au-delà de toute la classe moyenne, sera déterminant. 15% de la population. Séduit par le discours social de Bill Clinton, la grande majorité d'entre eux, si l'on en croit les sondages, devraient voter démocrate le 3 novembre. On l'a appris il y a quelques minutes, les troupes russes vont rester dans les pays baltes. Le président russe Boris Yeltsin vient en effet de suspendre l'ordre de retrait de ses soldats dans cette région. Le traité de Maastricht a passé un nouvel examen aujourd'hui. Il a été ratifié définitivement en Italie. Après les sénateurs, les députés se sont prononcés en faveur du traité à une écrasante majorité. 403 voix pour, 46 contre et 18 abstentions. Vous allez le voir, applaudissements à la fin de la séance à l'Assemblée. Et puis même scénario en Espagne, les députés là aussi se sont prononcés pour la ratification, mais de l'autre côté des Pyrénées, on attend encore l'avis des sénateurs, réponse définitive le 25 novembre. 30 morts en début de semaine en Casamance, la France s'émeut vivement de ces incidents violents et condamne les actions commando menées par les indépendantistes. Car dans cette région du Sénégal, un mouvement populaire s'est développé pour demander l'autonomie. Un mouvement dont certains membres prônent le dialogue et la négociation, d'autres ont choisi le langage des armes. Le reportage sur place de Marc Mémon et Georges Minangua. Le grenier à riz du Sénégal, c'est la résurgence du particularisme casamancé qui est à l'origine des graves violences de lundi soir. Des bandes armées non contrôlées viennent attaquer des villageois qui ne sont pas originaires de la région. L'armée riposte brutalement à Ziguinchor, capitale de la Casamance. On nous explique que ces exactions sont le fait de minorités qui se livrent purement et simplement à des actes de banditisme. La majorité des Casamancés ne sont pas dans ce mouvement. Même si les Casamancés, globalement, peuvent avoir les mêmes revendications, peuvent avoir les mêmes problèmes, mais la solution pour l'ensemble de ces Casamancés ne se trouve pas nécessairement dans la sécession. À Bignola, les habitants sont régulièrement victimes de la terreur des maquisards. Ceux-ci, qui trouvent refuge le plus souvent en Guinée-Bissau voisine, refusent de participer aux pourparlers de paix qui continuent pourtant de se dérouler avec d'autres membres du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le dossier est suivi en permanence par un proche du président du Sénégal. Il est incontestable qu'il y a des spécificités, mais je crois que ça ne doit pas empêcher que la Casamance fasse partie du Sénégal. En tout cas, il est hors de question d'envisager même l'idée de l'indépendance de la Casamance. Non, tout à fait. C'est pas discutable. C'est le préalable vraiment. On ne peut pas discuter d'indépendance, on ne peut pas discuter de remise en cause de l'intégrité territoriale ou de l'unité de la nation. Tous les partis sénégalais sont unanimes pour condamner la fièvre nationaliste de Casamance. Les pourparlers se poursuivent, mais se heurtent à la difficile question de la représentativité de ceux qui négocient au nom des Casamancés. Le sport maintenant, beaucoup de montagnes dans les Alpes et les Pyrénées, un tracé presque exclusivement français. Le Tour de France 93 a été présenté aujourd'hui et pour son 80e anniversaire, le cyclisme renoue avec la tradition de la grande boucle. Didier Balèze, Pierre Dick. Miguel Indurain, vainqueur du Tour 92 sur le podium pour y être récompensé, c'est devenu une classique du genre. Il semble que l'édition 93 ne devrait pas lui déplaire, avec 4 contre-la-montre, dont un contre-la-montre par équipe de 85 km entre Dinard et Avranches. C'est peut-être là que l'Espagnol fera la différence. Son principal rival et ami Claudio Capucci, l'Italien, en est parfaitement conscient. Je pense travailler pour un vélo pour contre-montre l'année prochaine pour ne pas perdre de moins de temps dans contre-montre.
Le nord pour les rouleurs, le sud pour les grimpeurs, c'est dans l'une des 5 étapes de montagne que Capucci essaiera de s'illustrer. Avec le retour des Pyrénées, seul un coureur complet s'imposera. Je crois qu'il faut être capable de faire le tout, c'est-à-dire aussi bien être dans la montagne, contre la montre, et puis aussi avoir l'intelligence de la course. C'est un tour d'abord pour des coureurs qui seront en parfaite condition, des coureurs qui grimperont bien. C'est un tour sûrement qui répond mieux aux qualités de Luc Leblanc que le tour de 92 ou le tour même de 91. Hormis Luc Leblanc, côté français, la relève tarde à venir. Certes, Lino ou Virenque peuvent tirer leur épingle du jeu sur les 3800 km du parcours, mais Laurent Fignon et Greg LeMond, absents ce matin à la présentation, ont peut-être déjà renoncé à la victoire finale pour 93. Victoire qui ne devrait pas échapper à l'un des 3 lauréats de 92, Indurain, Claudio Capucci et Gianni Bugno. Cela pourrait s'appeler « Viens chez moi, j'habite chez un copain ». Le copain, c'est Bernard Giraudot et la squatteuse indésirable, c'est Fanny Ardant. Ils sont tous les deux réunis sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées pour L'aide-mémoire, une pièce de Jean-Claude Carrière. Dominique Poncet et Marie-Hélène Roqueton ont assisté aux premières représentations. Vous êtes le premier homme que je touche. Vous dites tout ce que j'aimerais dire. Et vous me croyez au moins? Oh oui, je vous crois. C'est l'histoire d'une femme qui déboule un jour dans l'appartement d'un homme et qui ne veut plus en sortir. L'aide-mémoire, écrit en 1968 par Jean-Claude Carrière, avait été créé par Delphine Seyrig et Henri Garcin. Voici cette pièce reprise par 2 autres monstres sacrés, Bernard Giraudot et Fanny Ardant, qui se lancent là avec sa grâce si singulière dans la comédie. Mais vous restez pas ici! Allez, debout! Mais j'ai perdu ma robe bleue! Vous n'avez pas vu ma robe bleue? Elle est là! La robe bleue! Lui, bon, il a une identité, il est conseiller juridique, c'est un homme, ma femme, qui accumule les conquêtes et qui les couche dans un livre, dans un album. Et ça, c'est pas d'une grande élégance, à mon avis. Je suppose que vous avez vidé votre valise et replacé tous vos vêtements dans la penderie? Oui. C'est parfait. Dans ce personnage, c'est qu'il est plein de choses en même temps. Il n'est pas qu'une femme. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout d'un coup une sorte de la folie douce, le sans-gêne absolu, ou le pot de colle incroyable, ou la poésie, l'anarchie, la liberté. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est trop de questions à la fois, je refuse de répondre. Si je veux le savoir, je le saurai. Je ne saurais rien du tout. Ou j'ai des amis dans la police. Pas moi. Il n'y a pas de clé. On ne dit pas d'où vient cette femme, on ne dit rien. L'homme et la femme sont à l'état brut. Moi-même, je ne vous suffis pas. Contentez-vous de mon essence et négligez mes attributs. C'est éternel pour cela, cette histoire d'amour, le fantasme, le mystère de la femme, et en même temps, le fait qu'elle en fasse un homme. Je vous attendais avec impatience. Hier soir particulièrement. Et à l'idée que vous ne partirez plus, déjà, je ne peux plus vous supporter. Fin de ce 19-20, le prochain rendez-vous avec la rédaction le soir sur la 3 avec Christine Ockrent. Le dossier ce soir est consacré au PS. Dans quelques minutes, la météo complète de Michel Touret. À demain 19h. Bonsoir.